Mesure d'une vitesse par effet Doppler. Un haut-parleur est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence f0. Il est porté par un véhicule en mouvement, donc selon ce mouvement-là, de translation uniforme selon l'axe OX. Et le véhicule s'approche d'un observateur fixe situé en M à la vitesse de 20 mètres par seconde. Pourquoi l'observateur perçoit-il une fréquence f différente de f0? Donc on l'avait vu en classe. C'est l'effet Doppler. L'observateur perçoit une fréquence différente car la source est en mouvement. Deuxièmement, l'écart de fréquence est donné par delta f est égal à f0 fois v sur c, où c est la célérité du son. Il fallait ensuite donner l'expression de f en fonction de f0, v et c. Donc ici, dans cette question, il faut bien comprendre ce que représente chacune des grandeurs. Donc f, on va avoir une fréquence, f0, on va avoir une autre fréquence. Donc il va falloir d'abord repérer quelle fréquence correspond à quoi. Dans l'énoncé, on vous disait que l'haut-parleur est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence f0. Donc l'haut-parleur, lui, il a une fréquence f0. Et l'observateur, donc qui est un peu plus loin, lui, il perçoit une fréquence f. Donc, ici, on vous parle de l'écart de fréquence. Donc, l'écart de fréquence, un écart, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire la différence de fréquence. Donc, la différence de fréquence entre f et f0, elle va se noter comment? Elle va se noter delta f. Donc, delta f, ça représentait quoi? Ça représentait f moins f0. C'est l'écart de fréquence. Et cet écart de fréquence est égal à f0 fois v sur c. Donc, on nous demandait f, donc on va isoler f dans cette relation, ce qui me donne f est égal à f0 fois v sur c plus f0. On peut mettre, si on le souhaite, f0 en facteur, v sur c plus 1. Question C, on nous demandait de calculer cette fréquence f pour f0 est égal à 1000 Hz et c égale à 340 mètres par seconde, sachant qu'on connaissait également v. Donc il suffisait de remplacer par les valeurs, ce qui nous donnait une fréquence de 1059 Hz. En question D, on vous demandait quelle serait la vitesse du véhicule si la fréquence perçue était de 1100 Hz. C'est-à-dire que cette fois, dans cette question-là, f est égal à 1100 Hz. Par contre, on n'a plus une vitesse de 20 mètres par seconde. Cette fois, ce qu'on va essayer de trouver, ça va être v. Si on connaît f qui est égal à 1100, f0 qui n'a pas changé, qui est toujours celui de la source qui vaut toujours 1000, et c qui est la vitesse du son qui vaut 340. Donc on va essayer d'isoler le v dans cette expression. Donc ici, on va peut-être pas reprendre celle-là, on va reprendre celle-là qui est assez simple. On voit que v est ici. Donc de cette relation-là, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit donc que f moins f0, tout ça facteur de c sur f0 est égal à v. Donc il suffisait de remplacer par les valeurs et on trouvait une vitesse v qui était égale à 34 mètres par seconde. Donc on voit bien que la fréquence perçue n'est pas la même selon la vitesse du véhicule. En question E, on vous disait comment s'exprime f si le véhicule s'éloigne de l'observateur. Le son perçu est-il plus grave ou plus aigu? Donc on sait que quand le véhicule va s'éloigner, alors la fréquence diminue et le son perçu est plus grave. Donc ici, il s'approchait. Donc on voit bien que la fréquence perçue, elle est égale à la fréquence de départ plus ce petit delta f. Parce que là, si je reprends cette relation-là, je vois bien que f, c'est égal à la fréquence de départ, f0, qui retourne de l'autre côté, plus le petit delta f. Et maintenant, au contraire, si le véhicule s'éloigne, alors la fréquence sera égale à quoi? Elle sera égale à f0 moins une différence de fréquence. Alors justement, en question F, on vous disait, en mesurant la différence entre les fréquences perçues lorsque le véhicule s'approche puis s'éloigne, l'observateur obtient un écart de 150 Hz. Donc les 150 Hz là correspondent à quoi? Ils correspondent à la fréquence qu'on a ici
quand le véhicule s'approche, donc la fréquence, on avait noté que c'était f qui était égal à f0 facteur de v sur c plus 1, ça c'est quand il s'approche. Et puis, donc c'est la différence entre cette fréquence-là et puis quand il recule, quand il s'éloigne. Et là, quand il s'éloigne, la fréquence, elle est égale à quoi? Ici, on l'a noté f0 moins delta f, qui pourrait s'écrire aussi f0 v sur c moins 1. Donc, ici, c'est quand il s'approche, et là, c'est quand il s'éloigne. Donc, la différence, il va falloir tout simplement faire la soustraction de quand il s'approche moins quand il s'éloigne, et on obtient une différence égale à 2 f0 v sur c. Donc cette différence est égale à 150 Hz. Dans cette relation, on connaît f0 qui vaut 1000 Hz, on connaissait la vitesse du son, donc on a la différence et on cherche la vitesse. On trouvait une vitesse v qui est égale à 25,5 mètres par seconde. Exercice 2, avec une première partie sur la diffraction de la lumière. Fresnel a utilisé les rayons solaires pour réaliser son expérience. Une telle lumière est-elle monochromatique ou polychromatique? Donc la lumière du soleil est une lumière polychromatique. Fresnel exploite le phénomène de diffraction de la lumière par un fil de fer. Le diamètre du fil a-t-il une importance pour observer le phénomène de diffraction? Si oui, donc on avait déjà la réponse ici, effectivement, c'était oui, le diamètre du fil aura une importance. Indiquez quel doit être l'ordre de grandeur de ce diamètre. Donc c'est une question de cours. A doit être plus petit que lambda ou du même ordre de grandeur. D'ailleurs, on sait que si A est petit, plus on le réduit, plus A est petit et plus la diffraction est importante. Partie 2, mesure de longueur d'onde par diffraction. Donc c'était plutôt des questions de cours classiques, on ne va pas tout relire, on va reprendre juste les grandeurs qu'on a. On nous donnait la valeur de D et on nous disait à partir de ces mesures et des données, il est possible de calculer la demi-ouverture θ. Donc c'est ça, la demi-ouverture du faisceau diffracté. L'angle θ étant très petit, tangente θ est à peu près égale à θ. Il fallait donner la relation entre L, qui est la largeur de la tâche centrale, et D, qui est la distance entre la fente et l'écran, qui a permis de calculer θ. Donc c'est une question de cours qui est assez simple. On observe ici qu'on a un triangle rectangle, donc tangente θ est égale à côté opposé, L sur 2, divisé par côté adjacent, D, qui s'écrit aussi L sur 2D. Or, tangente θ vaut à peu près θ, donc là c'est à peu près θ égale à L sur 2D. Question B, donner la relation θ, lambda et A. Donc c'est une question de cours, ici, qui n'était pas donnée, qui en général est plutôt donnée dans les sujets de bac. θ égale à lambda sur A, avec θ qui sera exprimé en radians, lambda en mètres et A en mètres. Question C, on vous disait qu'on trace justement la courbe représentant θ en fonction de 1 sur A. On constate que c'est une droite. Montrez que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de θ donnée à la question 1, 2b, juste avant. Donc ça, c'est une question qui est simple, mais qui est importante, qu'on va retrouver dans plusieurs types d'exercices, mais toujours du même style. Donc c'est plutôt une question de mathématiques. Ici, on observe au niveau du graphique qu'on a une droite qui passe par l'origine. Donc ça va être la première chose qu'on va dire. Le graphique représente, donc le graphique de θ égale à f de 1 sur a est une droite qui passe par l'origine. Donc les termes qui doivent apparaître, c'est que c'est une droite qui passe par l'origine. Alors en mathématiques, on a l'habitude, quand on a y en fonction de x et puis qu'on a une droite qui passe par l'origine, on écrit que y égale à un certain coefficient directeur fois le x. Et ici, ce sera notre fameux coefficient directeur. Donc ici, si je fais le parallèle, je vois que y ici, ça va être quoi chez moi? Ben, y, ce sera θ. Et puis x, qui est l'axe des abscisses, ce sera quoi? Eh bien, x, ce sera 1 sur a. Donc, je vais écrire tout simplement ce que j'aurais écrit en mathématiques pour ce graphique. Je vais écrire la relation que j'obtiens grâce à ce graphique. Donc, y qui chez moi est θ, donc θ
égale à un certain coefficient directeur, k, multiplié par x. X ici, c'est 1 sur a. Donc voilà ce qu'on obtient. Et k, ce sera le coefficient directeur de la droite. Maintenant, ce il fallait montrer que c'était en accord avec la relation qu'on a notée juste au-dessus. La relation qu'on a notée tout au-dessus, c'était quoi? C'était que θ est égal à lambda sur a. Donc cette relation, je peux aussi l'écrire lambda fois 1 sur a. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai bien θ, θ, 1 sur a, 1 sur a. Et je vois que j'ai un coefficient ici devant qui sera lambda, qui n'est autre que quoi? Que le coefficient directeur de la droite. Donc oui, c'est en accord. Donc sur votre copie, qu'est-ce que vous allez écrire? Il suffit d'écrire ce qu'on a déjà mis là, θ égale à k fois 1 sur lambda, où on peut mettre donc le coefficient directeur de la droite est égal à lambda. Alors, justement, on nous demande comment on pourrait déterminer graphiquement la longueur d'onde. Ben, on l'a expliqué, hein, c'est à la fois la question C et à la fois la question D. En utilisant la figure 3, précisez parmi les valeurs de longueur d'onde proposées ci-dessous, quelle est celle de la lumière visible. Donc on a un graphique avec des valeurs. On va essayer de trouver lambda, puisqu'on sait que lambda c'est directement le coefficient directeur. Ben, on va regarder, on va prendre un point sur ce graphique. Donc on va faire la suite ici. Donc pour le point 1 sur θ qui est égal à 5, je prends le point peut-être le plus éloigné, il me paraît bien sur la droite. Donc 1 sur Ka est égal à 5. C'était quoi les unités? 10 puissance 4. Et effectivement, l'unité, bah, c'est des mètres moins 1. Hein. C'est logique puisque A est en mètres, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Eh bien, je constate que pour ce point-là, Y, qui chez nous est θ, il est égal à, alors il est à mi-chemin entre 2,5 et 3. Donc on peut mettre 2,75, 10 puissance moins 2, et l'unité, ce sont des radians. Donc pour ce point-là, j'ai 1 sur A et j'ai θ. Donc je vais venir remplacer dans cette relation-là les coordonnées. Je vois que dans cette relation, on a que le coefficient directeur est égal à θ divisé par 1 sur A. θ divisé par 1 sur A, donc je vais mettre 2,75 10 moins 2 divisé par 5, 10 puissance 4. Et on trouvait à peu près la valeur de 560 nanomètres pour lambda. Donc pour le coefficient directeur qui n'est autre que lambda. Les résultats précédents seraient-ils modifiés en remplaçant un fil de diamètre A par une fente d'épaisseur A? Donc c'est plutôt une question de cours. Non, ce ne serait pas modifié, on aurait la même chose. On obtiendrait la même figure de diffraction. Dernière partie, mesure de longueur d'onde par interférence. On vous donnait le schéma, on vous disait qu'on avait remplacé la fente par deux fentes et qu'on observait des franges. On vous disait pourquoi la lumière peut-elle arriver en différents points de l'écran? Bah, tout simplement parce que la lumière, ce qu'elle va faire, bah, au niveau de chaque fente, il va y avoir le phénomène de diffraction. Donc effectivement, hein, elle peut arriver en tout point de l'écran. Et puis ensuite, pourquoi les franges ne sont-elles pas présentes en tout point de l'écran? Donc on a des franges brillantes et des franges sombres, bah, tout simplement parce qu'au niveau de l'écran, il va y avoir un phénomène d'interférence avec des ondes constructives et des ondes destructives en différents points, et donc on observera cette figure d'interférence. À quelles conditions les interférences sont-elles constructives ou destructives? On a vu la définition dans le cours par rapport à la différence de marche. On sait que en un point, les deux faisceaux n'auront pas parcouru la même longueur, donc on va parler d'une différence de marche. Donc elles seront constructives si la différence de marche est égale à k lambda et destructives si la différence de marche est k plus 1/2 de lambda. En un point de l'écran, donc les ondes n'ont pas parcouru la même distance. Il y a une différence de marche delta. Et au centre, justement, au contraire, elles auront bien parcouru la même distance et donc dans ce cas-là, elles seront constructives. Dernière question, vous disiez qu'on a mesuré 6 franges pour une distance de 25 mm, sachant qu'on avait la relation entre I, l'interfranche lambda D sur A, il fallait trouver la valeur de lambda. Donc si I est égal à 25 mm, on en déduisait que I est égal à 25 sur 6, ce qui nous donnait 4,2 10 puissance moins 3 mètres. Maintenant, connaissant I, nous on avait une seule inconnue dans cette relation, c'est lambda. On peut sortir lambda qui est égal à IA sur D et on obtenait la valeur de 560 nanomètres, ce qui est conforme.
et on a mesuré 6 franges au lieu d'une pour une meilleure précision.